Merci. Merci. Voilà, nous ouvrons notre séance du Parlement. Onze vergadering is geopend. Alors, on a des communications faites par la Cour constitutionnelle, dus volgens de traditionele formule zullen zij in het verslag opgenomen worden. Ok. Alors, on a des arrêtés ministériels transmis au Parlement, donc, et ils seront aussi dans le rapport et compte-rendu de la séance. Le service public régional, dus de gewestelijke overheidsdiensten, heeft ons een beslissing overgezonden. Interenvironnement, Le Bral et l'ARHO hebben dus een advies uitgebracht over het BWRO. C'est envoyé à la Commission du développement territorial. Alors, le gouvernement a déposé des projets d'ordonnance, notamment le projet qui vise à promouvoir la recherche, l'innovation, etc., donc en faveur des organisations non marchandes, des organisations de recherche et des entreprises, et een ontwerp van ordonnantie voor wat de tokening van steun betreft met economische finaliteiten, voordeel dus van de ondernemingen, de onderzoeksorganisatie, gelijkgesteld met de ondernemingen. Et alors il y a également comme projet d'ordonnance donc la création pour l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Alors, à l'ordre du jour, on a la prise en considération de la proposition de résolution de M. de Klippele, M. de Wolf et M. van Guatsenhoven. C'est pour soutenir le logement dans les copropriétés en difficulté. Dus voor een ondersteuning van de huisvesting in de mede-eigendommen in moeilijkheden. Ça va à la commission logement. L'ordre du jour appelle aussi la prise en considération de la proposition de résolution de M. van Guatsenhoven et M. de Klippele. En dat heeft tot doel dus de bevordering van de uitbouw van de silver-economie. En dat is verzonden, c'est envoyé à la Commission des affaires économiques. Alors, nous avons une prise en considération de la proposition de résolution. Alors, je pense que c'est Ecolo Groen et dat heeft tot doel de gedeeltelijke openstelling van het domein van Laken voor het publiek. Je propose à ce point de vue-là, c'est de gedeeltelijke openstelling van het domein van Laken. Enfin, justement. Donc, on devrait peut-être avoir un petit groupe de travail avant que la résolution ne vienne en commission. Excusez-moi, Monsieur le Président, je trouve que c'est une suggestion intéressante parce que le but de cette résolution, effectivement, pas de tirailler ou de ferrailler, mais bien d'avoir une position commune et partagée, collective par rapport à cet enjeu. Donc, je pense que c'est une bonne suggestion. Peut-être qu'on pourrait organiser ce travail de groupe de travail justement dans la commission ad hoc, dans la commission environnement. Donc on leur renverrait le texte en commission.
Et au sein de la commission, on s'organise et on organise nos travaux pour faire un groupe de travail. Est-ce que ce serait une méthode qui vous conviendrait? Ce que je crois sage, c'est qu'avant d'arriver à un débat en commission, nous ayons épuisé, peut-être pas, la possibilité d'une concertation ou bien que nous ayons au moins procédé à l'examen des conditions dans lesquelles ça pourrait se faire. Donc moi, je ne suis pas appelé à jouer le médiateur ici, mais le facilitateur pour voir que ce sujet ne devienne pas un sujet qui soit un sujet qui fâche pour plusieurs partenaires, hein, parce qu'il y a la donation royale. Ik heb naar gekeken, is niet eigenaar, is geen eigenaar, zelfs van een gedeelte van het domein. Ik heb dat vernomen. Ik geloof ook dat één gedeelte dus tot de federale overheid behoort en de rest voor de schendingen, c'est ça, koninklijke schenkingen. Et donc, il apparaît que ce n'est pas le cas. Bon, c'est des choses qu'on doit vérifier, pour savoir à qui on s'adresse, quoi. Hein, Président, est-ce que je peux vous poser juste une question? Quelle composition, enfin, où est-ce que vous situeriez ce groupe de travail? Moi, je trouve que l'idée est intéressante. Si personnellement vous souhaitez vous investir sur cette question, je propose qu'on en parle de la formule, c'est tout, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On en parlerait en bureau élargi alors à ce moment-là de la formule? Peut-être un groupe de travail du bureau élargi, mais ça on peut discuter entre nous. Hein, ok, très bien, merci. Ja, als mede-indienende fractie, meneer de voorzitter. Si, elle est prise en considération. Oui, évidemment qu'elle est prise en considération. Mais avant de la traiter, maar dus voor alle duidelijkheid, het wordt officieel doorgestuurd naar de commissie, maar het wordt nog niet op de agenda geplaatst van de commissie. U wilt dus even overleg hebben. Mogen wij, dus het is officieel naar de commissie, dat is goed. Mogen wij een beetje een timing weten? In welke periode? Want er zijn veel andere werkzaamheden, er zijn andere werkgroepen. Er zijn verschillende personen die dus... Oui, pardon. Vous avez quelque chose? Mais comme président de la commission environnement, comme on a ordre des travaux mardi, on peut très bien décider, avant que ce soit mis à l'ordre du jour en tant que proposition prise en considération, de constituer le groupe de travail, puisqu'on travaille assez bien dans la commission, comme ça... On peut l'inclure dans l'ordre des travaux si c'est pris en considération aujourd'hui, mais sous forme de groupe de travail. De bedoeling is niet natuurlijk het onderwerp naar de Griekse kalender uit te stellen, hein, maar ce serait dommage d'avoir un débat qui peut très très bien se passer. Je ne le garantis pas, hein, je n'en sais rien. Maar on peut, dat is een poging, hein, om een ruzie te vermijden. Ça va, ok. Mais la formule, on en parlera au bureau élargi. Alors, Voorzitter, excuus. In het uitgebreid bureau wordt er gesproken over de samenstelling van die werkgroep. Ja, dus dat is een denkpiste. Hè, dus maar, voilà, dat is de geschikte plek om dat te doen. Hè. Alors, ben oui, tu le mets alors tous les jours dans les divers, mais... Alors, nous avons la prise en considération de la proposition de M. Van Damme, Mme Désir, M. Lowenstein, M. Serex, Mme Am et Paul Delva, betreffende de opmaak van een Brusselse vrije tijdsloopplan. Loopbaan, nee, loopbaan. Dat is goed, dat zou goed zijn. Alors, on a maintenant à évoquer la proposition de résolution qui a pour objectif l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Et het woord is aan meneer Elkanous. Oui. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues,
J'ai l'immense joie d'être le rapporteur pour cette proposition de résolution visant à modifier l'arrêté du gouvernement de la région bruxelloise du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Alors, à l'occasion de la discussion lors de la séance qui s'est tenue le 7 février 2017 de la proposition d'ordonnance de ma collègue Mme Anne-Charlotte Durcel, de M. Jacques Brocchi, de M. Willem Draps et de M. Abdellah Kanfaoui, modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant sur le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie en vue de supprimer le régime de dérogation accordé aux véhicules des ministres de la région en matière de performance environnementale. Il a été décidé, conformément à l'article 29.2 du règlement, que la Commission déposerait elle-même une proposition de résolution en vue de remplacer cette proposition d'ordonnance. Le Bureau élargi en sa réunion du 8 février 2017 a marqué son accord sur cette proposition et un groupe de travail s'est réuni le 9 février 2017 afin de rédiger une proposition de texte qui est soumise aujourd'hui à la sagacité des membres de la Commission. Alors, dans le cadre de la discussion générale, Mme Anne-Charlotte Durcel rappelle son dépôt de proposition d'ordonnance du 20 octobre 2015 sur le sujet. Il était néanmoins dommage de passer par une proposition d'ordonnance pour modifier un arrêté. La majorité a émis la proposition de transformer cette proposition d'ordonnance en proposition de résolution de manière à pouvoir la voter à l'unanimité, ce qu'elle a accepté. Elle est heureuse d'avoir pu mettre en lumière une problématique qui va être réparée dans le plus bref délai et elle remercie ses collègues de leur initiative. Moi-même, Ahmed El Kanous, estime que l'exemplarité des pouvoirs publics doit être une exigence démocratique forte. Le texte en discussion ici va dans ce sens. En effet, le COBRAS impose au pouvoir public une exemplarité en matière de transport avec des exigences sur les performances environnementales des véhicules à acquérir et visant à diminuer le nombre de véhicules diesel. Le régime de dérogation accordé aux véhicules des ministres n'a plus de sens. Ces derniers doivent également montrer l'exemple. Aucun argument sérieux ne démontrerait que la fonction de représentation de nos ministres souffrirait du passage de véhicules diesel à des véhicules électriques, bien au contraire. Pour ces différentes raisons, il appuiera le texte sans réserve et salue l'unanimité qui s'est dégagée sur celui-ci. Il espère, ou j'espère également, que l'exemple bruxellois sera suivi par les autres institutions situées à Bruxelles. M. Arnaud Pinksteren pense, lui, pour sa part, que cette dérogation n'a jamais eu de sens. Le seul qu'elle avait était d'obtenir l'adhésion à l'époque à l'ensemble du gouvernement sur le COBRAS. Il se réjouit de l'évolution des mentalités au sein des différentes composantes du gouvernement. L'exemplarité des pouvoirs publics, des cabinets ministériels et des ministres doit être réelle. Le travail collégial des membres de la Commission prouve une entente certaine sur ce sujet. Il espère qu'il y en aura d'autres. Mme Barbara Durcel-Lobkovic soutient la proposition de résolution. Elle estime que l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport doit être entendue de manière large au niveau communal et dans les autres administrations publiques présentes à Bruxelles. Nous devons tous aller dans le même sens. Elle espère que cette proposition de résolution sera également suivie de fait au sein des autres niveaux de pouvoir. M. Julien Uttendal, que je salue d'ailleurs, constate que la proposition de résolution en discussion aujourd'hui est signe d'une évolution des mentalités et d'une prise de conscience dont il se félicite. En milieu urbain, les enjeux de santé publique doivent être au centre des politiques environnementales. Il rappelle que la promotion des moteurs diesel fut liée à des mesures post-Kyoto visant à réduire nos émissions de CO2. L'impact sanitaire dramatique des moteurs diesel ayant été sous-estimé à l'époque par l'ensemble des partis politiques, il faudra poursuivre le petit pas effectué aujourd'hui pour la mise en œuvre rapide, volontaire et effective de la zone de basse émission régionale et pour une ambition en matière de fiscalité automobile. La correction apportée ici n'apportera pas seule une solution à la surreprésentation des véhicules diesel. D'autres institutions doivent suivre cette tendance. Le député espère que cette unanimité sera reproduite dans les autres parlements. Alors, il y a eu un vote sur l'ensemble des propositions de résolution. La proposition de résolution est approuvée, ou a été approuvée à l'unanimité des 13 membres présents lors de cette séance de commission. Merci pour votre écoute. Des problèmes techniques nous amènent à suspendre la réunion quelques minutes.
C'est le problème des caméras, etc. Relancer le système de...
Het technisch probleem is opgelost en bij gevolg hernemen wij onze werkzaamheden. On reprend nos travaux. Monsieur Elkanous avait terminé son rapport et je cède la parole à Monsieur Uitendaal, suivi par Madame Durcel. Oui, merci Monsieur le Président. Vu l'excellent rapport de notre collègue Elkanous, je vais être très rapide de mon banc pour rappeler que le groupe socialiste se réjouit bien entendu de l'adoption d'un tel texte. Grâce à celui-ci, nous corrigeons un illogisme, car je crois que rien ne justifiait et rien ne justifie que les ministres continuent à utiliser du diesel en raison de leur fonction. Je crois qu'ils survivront à ce changement. C'est évidemment un changement qui est symbolique, mais qui est important. Je rappelle aussi que ce texte va clairement dans la même direction que la volonté du gouvernement et principalement de sa principale mesure qui est cette zone régionale de basse émission qui interdira progressivement toute une série de véhicules polluants et ce évidemment au bénéfice de tous les Bruxellois, de tous les visiteurs de Bruxelles et de tous les amoureux de Bruxelles. Je rappelle aussi qu'il y a énormément d'autres administrations, d'autres OIP, d'autres gouvernements qui sont installés à Bruxelles et j'espère que l'unanimité que nous trouvons aujourd'hui dans ce Parlement pourra se répéter dans les autres parlements à l'initiative d'autres majorités dans ces autres parlements et je vous remercie. Madame Mevrouw. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, je pense que vous connaissez notre travail parlementaire nourri pour promouvoir une amélioration de la qualité de l'air à Bruxelles. L'un de ces moyens est de rendre les véhicules moins polluants et quoi de plus facile de commencer par soi-même, c'est-à-dire les flottes de véhicules qui dépendent des pouvoirs publics et ce principe de l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport est d'ailleurs consacré en tant que tel dans le COBRAS depuis 2013. Alors, son article 2.4.5, paragraphe 1er, prévoit que le gouvernement définit par arrêté des exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing. Chut, merci. Oui. Donc à prendre en leasing par les pouvoirs publics régionaux et locaux en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel. C'est d'ailleurs l'arrêté du 15 mai 2014, en son article 5, qui précise que les institutions concernées par l'ordonnance ne mettront plus en service des voitures personnelles ou MPV équipées d'un moteur fonctionnant au carburant diesel. Seulement, en continuant à lire l'arrêté un peu plus loin, je dois vous dire que nous étions tombés de notre chaise. L'article 6 prévoyait en effet un régime de pour les véhicules des ministres. Il s'agit d'une dérogation à l'éco-score seuil. S'ajoute à cela que cet éco-score, dans le cas des véhicules des ministres, n'était pas évolutif comme celui de tous les autres pouvoirs publics, régionaux et communaux, qui doivent respecter des règles de plus en plus contraignantes au fil du temps. De plus, celui-ci était inférieur à l'éco-score le plus bas fixé pour les véhicules des autres institutions. Et alors, ce qui était pour le moins surprenant, c'était la justification qui était donnée à ce régime d'exception. Je cite, « au vu de l'usage particulier des véhicules des ministres de la région ». Alors, chers collègues, on pouvait évidemment se demander quel était cet usage si spécial de nos ministres bruxellois, dans la région qui, je vous le rappelle, est la plus petite du pays. Que comptaient-ils faire avec ou dans leurs véhicules de si exceptionnels qui justifiaient que seuls eux ne devaient pas se passer du diesel? On obtenait un début de réponse dans une parenthèse avec les ministres font de leur voiture notamment un usage de représentation, ce qui prête à sourire. À quoi le gouvernement a-t-il voulu faire allusion? Peut-être avez-vous une explication. En ce qui concerne la fonction de représentation qui doit être assurée par les ministres, là je vous suis totalement. Avoir une voiture d'un certain standing pour faire honneur à la fonction qu'ils occupent ne pose
pas de problème pourvu que ce soit pour un coût raisonnable. Mais pourquoi ces véhicules devraient-ils nécessairement rouler au diesel, surtout que l'article 6 de l'arrêté ne concerne que l'achat et le leasing de véhicules à venir, donc celles qui venaient d'être achetées ou précédemment n'étaient pas visées. L'exception pour les voitures des ministres de ne plus utiliser de motorisation diesel ne nous paraissait ni pertinente, ni juste, ni raisonnable, ni cohérente. C'est pourquoi nous avions déposé ce texte pour modifier cette ordonnance, pour empêcher de mettre en place ce régime dérogatoire. Toutefois, le temps a passé depuis le 20 octobre 2015 et un an plus tard, lors de la discussion sur notre proposition d'ordonnance, la majorité est venue avec un nouveau texte ouvert à co-signature, enfin nous sommes mis d'accord là-dessus. Il ne s'agissait pas alors d'une proposition d'ordonnance, mais d'une proposition de résolution. Alors, nous avons eu un groupe de travail, nous avons fait quelques modifications mineures et nous sommes donc tous tombés d'accord sur une nouvelle mouture et nous voici aujourd'hui à 2 doigts de voter ce texte à l'unanimité de notre Parlement, fait suffisamment rare pour être souligné quand il s'agit d'un texte dont l'impulsion a été donnée par l'opposition. Je vous remercie. Une minute. Attends, une minute. Meneer Van Dam. Oui, il y a aussi... Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ere wie ere toekomt. Mevrouw Dussel heeft hier een punt op de agenda gezet dat, denk ik, een heel terecht punt is. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we de oppositie in deze de lauweren geven die haar toekomen. Dus dank u wel om dit op de agenda te zetten. En ook, dit bewijst ook wel dat de meerderheid, denk ik, niet vastzit in haar eigen stramien, maar ook wel open is om deze discussie aan te gaan. Het gaat immers om een absurditeit, laten we eerlijk zijn. Een absurditeit die helemaal ingaat tegen de tijdsgeest en tegen het principe wat politiek moet vertegenwoordigen, namelijk een voorbeeldfunctie, een voorbeeldrol die wij allen hebben, die onze ministers hebben. En dus het is natuurlijk een aberratie die rechtgezet wordt. Een aberratie die, denk ik, nog veel bijzonderder is en veel opvallender is, omwille van het feit dat ze is ingevoerd door een regering, de vorige regering, waar SPA niet in zat, maar door een regering waarin 3 groene ministers zaten. En waar ook bovendien... Ja, mevrouw Maas, jammer genoeg... Zijn nog zekerheden? Jammer genoeg is het zo dat inderdaad... Het is inderdaad opvallend... Nu moet er nog een stik naar N-VA komen ook. Het is inderdaad opvallend dat... Ja, ik weet het, mevrouw Maas, het doet pijn als men u op uw woorden die incompatibel zijn met uw daden wijst. Want u zit hier de hele tijd van jetje te geven om te zeggen dat het groener moet, dat het mooier moet, dat het minder vervuilend moet. Maar wat doet u als u zelf in de regering zit? U zegt, oh ministers, wij voorzien voor u een uitzondering. En u tekent zelf het besluit, hè, want het is minister Uitenbroek die het besluit getekend heeft. Dat is de realiteit met de MIV-bussen. Dat is hier opnieuw de realiteit vandaag. En ik ben zeer blij dat wij er vandaag zijn om dit recht te zetten en dat wij deze aberratie, deze beslissing die echt ingaat tegen de voorbeeldfunctie die politici moeten hebben, dat we die kunnen rechtzetten. En ik dank nogmaals mevrouw Dussel voor het initiatief daar rond. Mevrouw Daan? Of mevrouw Maas? Dat hangt er vanaf. Hè. Beste collega's, het is een goede zaak dat het BVLK de algemene regel instelde dat er bij de aankoop van wagens door de overheden met milieuprestaties rekening gehouden moest worden om zo het gebruik van dieselwagens door de overheid terug te dringen. Dat hierop dan meteen een uitzondering werd gemaakt voor de dienstwagens voor de ministers was eigenlijk van in het begin onbegrijpelijk. Als de overheid het goede voorbeeld moet geven, dan moet dat toch in de eerste plaats toch ook voor diegenen die aan het hoofd staan van de overheid. Dit niet doen is totaal onbegrijpelijk. Nu, sommige ministers maakten van deze uitzondering geen gebruik en kozen zelf spontaan voor een milieuvriendelijke dienstwagen. Dat verdient zeker alle respect.
Jammer genoeg was dit niet bij alle excellenties het geval, zoals recent nog mocht blijken uit een artikel van Brus dat de ministeriële dienstwagens oplijst. Het is daarom ook nodig dat deze uitzonderingsregel wordt afgeschaft en dat het niet alleen symbolisch is, maar ook in praktijk belangrijk is. En dat alle partijen het hierover eens lijken te zijn, is inderdaad bemoedigend. En wij zullen dan ook voor deze resolutie stemmen. Dank u wel. Voilà. Mevrouw Maas. Van op de banken. Ook ik wil de oorspronkelijke indieners, de collega's van de MR, van de oppositie, bedanken voor het voorstel van ordonnantie. Zij liggen aan de basis van het voorstel van resolutie die wij vandaag vanuit onze fractie ook gaan goedkeuren. Wij zijn daar al heel langer overtuigd. Er zijn mensen die hier op een heel zielige, belachelijke manier eigenlijk aan geschiedvervalsing doen, want ze zouden beter moeten weten op welke manier dat wij al jaren daar voorstander van zijn, dat er geen dieselwagens meer zijn nog bij de ministers of bij wie dan ook. De initiatieven van Ecolo en Groen op dat vlak de laatste jaren zijn zeer indrukwekkend. En wij zijn elke keer blij als er stapjes worden gezet. De collega's van de MR roep ik dan toch wel op om ook consequent te zijn en de collega's op het federale niveau, hun MR-collega's, de MR-ministers op het federaal niveau op te roepen om die verdiezeling halt te roepen. Dat men niet alleen dit op Brussels niveau doet, hè, dus de voorbeeldfunctie geldt voor iedereen, ongeacht of men nu op gewestniveau of op federaal niveau zit. En ook, en dat is dan ruimer natuurlijk, ook duidelijk een halt te roepen aan het systeem van de salariswagens, waarvan merendeel ook trouwens dieselwagens zijn. Dus kort samengevat, wij gaan uiteraard dit voorstel van resolutie goedkeuren, omdat wij dat ook al jaren bepleiten en in de hoop dat, het is een druppel op een hete plaat, dat zich verder gaat zetten ook in de andere instanties, in alle organen van dit gewest. Dank u. Donc pour notre groupe, nous sommes très heureux évidemment de nous associer à ce texte auquel nous avons donc contribué de modifier l'esprit pour qu'il soit encore plus large qu'il ne l'était. L'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport doit être évidemment entendue de manière très large au niveau communal ou dans les autres administrations publiques qui sont présentes à Bruxelles. Nous devons aller tous dans le même sens et nous espérons que cette proposition de résolution soit suivie d'effet au sein des autres niveaux de pouvoirs communaux. Vous savez que pas mal de bourgmestres ont des voitures de fonction ou de voitures de collège, comme on appelle bien souvent. Et c'est vrai que quand on analyse le score environnemental de celle-ci, c'est plutôt décevant, pour ne pas dire le contraire. Et donc là aussi, Madame Durcel, et je me tourne vers vous parce que vous avez quelques bourgmestres concernés, ça serait utile effectivement que ce message puisse aller jusqu'à vos collègues de bourgmestres, que ça puisse aller au niveau du fédéral. Le fédéral qui, rappelons-le, et ça c'est utile aussi, a pas plus tard qu'il y a 4 ans, 5 ans, inciter les gens à acheter des voitures diesel. Un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, ont été incités par des primes importantes d'acheter des voitures moins polluantes en CO. En réalité, ces voitures qui consommaient moins de 100 grammes par CO étaient subventionnées à plus de 5 000 €, ce qui a coûté 300 millions d'euros par an au gouvernement fédéral pendant plus de 4 ans. Plus d'1 milliard ont été investis dans l'achat de ces voitures. Donc là aussi, ça doit nous servir de leçon. Aujourd'hui, on est en train de revenir de cette situation, alors que pendant des années, on a subventionné l'achat de voitures diesel. Donc là aussi, il faut pouvoir faire son propre examen de conscience et pouvoir dire aussi aux citoyens que ce type de comportement doit être plus responsable et qu'il ne faut pas avoir un comportement électoraliste comme on a pu l'avoir. Et je fais mon examen de conscience parce qu'on faisait partie aussi d'un certain nombre de majorités à gauche ou à droite où on n'a pas été peut-être assez vigilant à l'époque pour ne pas avoir finalement des situations où 4-5 ans plus tard on change complètement son fusil d'épaule. La prévisibilité, l'honnêteté, ça doit aussi faire partie des échéances et des attentes auxquelles nous devons répondre pour l'ensemble de nos citoyens. Je vous remercie en tout cas et je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Je vous remercie pour le travail que vous pourrez faire pour
pour changer les choses, pas seulement à Bruxelles, mais aussi dans les autres niveaux de pouvoir. Niemand anders vraagt het woord. Monsieur Pinksteren, pardon. Juste un petit mot parce que je souscris à tout ce qui a été dit ici. Je pense que c'est une petite pierre à ces grands édifices de la qualité de l'air qui est posée ici. Je pense que c'était un accident de l'histoire politique, cette exception en fait qui était prévue, un accident qui avait été un petit peu provoqué par une mentalité ou des mentalités encore fort conservatrices qui préexistaient au sein de la majorité précédente, et donc on n'obtient pas tout en un coup, et donc ici on repasse et on voit que les mentalités ont évolué. Moi je m'en réjouis, je pense qu'il faudra effectivement travailler sur les autres aspects en lien évidemment avec une lecture critique et constructive de ce qui se fait par le gouvernement, mais toujours avec cet objectif de garantir la qualité de vie et la santé et de préserver la qualité de notre air. Je vous remercie. Voilà, je pense que nous sommes en mesure de clore la discussion. Il n'y a pas d'amendement, donc. Alors, à notre ordre du jour, nous avons le projet qui porte assentiment à la convention de Minamata sur le mercure. Et nous appelons Madame Anne-Charlotte Durcel comme rapporteuse. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, lors de la réunion du 14 mars, la Commission de l'Environnement a examiné le projet d'ordonnance portant assentiment à la Convention de Minamata sur le mercure, faite à Kumamoto, au Japon, le 10 octobre 2013. Dans son exposé général, la ministre a expliqué l'objet de la Convention, en l'occurrence l'encadrement de l'utilisation du mercure dans la production, l'importation et l'exportation d'un ensemble de produits dans l'optique de lutter contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et de ses composés. Après l'exposé général de la ministre, les députés ont fait tour à tour part des considérations suivantes. Pour le groupe FDF, Madame Barbara Dursz-Delopkowicz, comment défi, mon Dieu, évidemment. Donc celle-ci a estimé Si, mais j'ai cru que c'était de bonne foi, encore le groupe FDF. Bon. Au-delà de la satisfaction qu'un tel texte aboutisse, il fallait demeurer vigilant sur la présence de mercure à Bruxelles. Elle a posé plusieurs questions à la ministre au sujet des évaluations menées, des éclairages, des déchets chimiques et des éventuels rejets de mercure par l'incinérateur. Pour le groupe écolo, Madame Evelyne Heutebroek a indiqué qu'il ne fallait pas se limiter à adopter la Convention et qu'il faudra être attentif aux étapes suivantes du processus et instaurer une bonne coordination entre les différentes entités. La députée a en outre posé plusieurs questions sur la présence éventuelle de mercure et singulièrement de sites contaminés à Bruxelles, l'inventaire à effectuer par les parties, les sources pertinentes définies par les parties et l'inventaire de mise en œuvre facultatif. Pour le groupe Groen, Madame Annemie Maas a fait part d'une anecdote liée à des déchets de mercure et à l'article 11 de la Convention de Minamata, soulignant que du personnel de Bruxelles Propreté lui a indiqué que les lampes économiques étaient destinées au sac blanc des déchets résiduels. Elle a souligné le risque environnemental de cette pratique, évidemment lié à l'incinération de ce type de déchets, et a questionné la ministre sur l'existence ou non d'une analyse de l'incinération des petits déchets concernant du mercure. Suite à ces différentes interventions et questions, la ministre a répondu notamment au sujet des luminaires, que ceux-ci dépendent des normes de produits relevant de la réglementation fédérale. Idem pour les questions sur les lampes économiques et les batteries, pour lesquelles il existe une filière de collecte séparée. Elle n'avait pas d'informations précises sur les instructions données par les agents de Bruxelles Propreté au sujet de l'incinérateur. La ministre a rappelé qu'il existait des textes régionaux, notamment sur les performances des installations d'incinération, l'un des textes répondant aux obligations de la Convention de Minamata. Elle a ajouté que la région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore de zone ou de sites contaminés. Elle a aussi expliqué que les obligations de la Convention seraient endossées par la proposition de réglementation de l'Union européenne
2016 numéro 39 et qui est encore plus exigeante que la Convention internationale. En termes d'adaptation réglementaire, celle-ci a conclu que l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif au stockage en toute sécurité du mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure devrait sans doute être modifié. Au terme de la discussion générale, les articles n'ont appelé aucun commentaire et la Commission a adopté le projet d'ordonnance à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non? Ok. Très bien. Voilà. Alors, nous avons voté tout ça tantôt. Bien. Donc, c'est vrai que la matinée est un peu singulière, mais comme à midi, j'explique, hein, à midi, nous avons le groupe gouvernance et il est impératif de travailler à midi. À moins de limiter les questions d'actualité, ce qu'il n'y a pas lieu de faire, à moins de prendre le risque que nous recevions les questions d'actualité un petit peu bâclées parce qu'on les aurait demandées très tôt ce matin, qu'il faut le temps pour préparer les réponses, tout ça nous a amené à faire quelque chose qu'il faut éviter, mais c'est à réduire nos travaux ce matin et à les reprendre à 14h30 donc, pour les questions d'actualité. On n'aurait pas le choix, il y a du battement, donc je vous propose de nous retrouver à 14h30.